Fait que ça devrait fonctionner. Pouvez-vous me Et confirmer que ça joue sur ça la dit page? Webinar is now streaming live on Facebook, en tout cas. Ah, fait que ça doit être bon, ça. On va aller checker. Fait que là, on serait live là. Ouais, là, on est live, là. Non, Ben, je mais pense. là. Oh oui, là. Ah, ben à l'instant. Vous pensiez qu'il n'y aurait pas de festival en 2020? Bien, le FME est là pour vous surprendre, car le premier événement COVID-friendly d'envergure se tiendra bel et bien du côté de Rouyn-Noranda du 3 au 5 septembre prochain. Au rendez-vous, du plaisir en distanciation, mais surtout des prestations de Backwash, Ken Lo, Eman, Jonathan Person, No Bro, Corridor, les Shirleys et plusieurs autres. Pour vous procurer des billets ou pour toute autre info, visitez le fmeat.org. Du 28 août au 13 septembre, la 4e édition du Festival des Arts de Ruelle se déroulera dans Ville-Marie et Rosemont-la-Petite-Patrie. Show de balcon, parade, pop-up artistique diffusé en direct sur Facebook. Cette année, on fait la fête dans Ruelle avec Super Plage, Virginie B, Maxime Auguste puis plein d'autres belles personnes. Toutes les infos à festivalphare.com. Le Phare 2020 est une présentation du Conseil des arts de Montréal, du gouvernement du Canada et de choc.ca. Le Septuor montréalais Original Gros Bonnet est de retour avec un album envoûtant à l'avant-garde du hip-hop québécois. Dans ce deuxième long jeu, leur groupe propose grâce à une instrumentation extrêmement variée, une version plus mature de leur hip-hop infusé de jazz, de rock, de folk et de pop. Voici Tous les jours printemps. L'album est disponible dès maintenant sur toutes les plateformes. On est déjà filé comme une. Je sais même plus de quoi j'ai envie. Passionné de l'info? Choc.ca souhaite agrandir son équipe de journalistes numériques. Sujets éclatés, reportages ponctuels écrits et audio, et ouverts à tous les niveaux. Tu veux en savoir plus? Écris-nous ou suis-nous sur la page Facebook de Choc.ca. Vous écoutez une émission de choc.ca. OK, ben c'est l'émission Mais on est live là, c'est ça. Oui, bon, alors, En ce moment, on est alors, live. je vous explique, les amis, c'est que Maxime n'est pas disponible cette semaine. On ne peut pas y en vouloir. Il a été là toutes les semaines depuis des mois et des mois. Fait que, ben, on m'a mis la tâche de m'occuper du Zoom. Et c'est pas très intuitif. On étant Maxime. On étant Maxime. Puis j'ai eu bien de la misère. Ben, nous sommes live. J'ai pas les chansons thème. J'ai pas la pub. Je lis pas vos commentaires. Il était bon en plus, les pubs de septembre. Ah, pour oui? vrai? Il y avait-tu Ben plus oui, de on- fesses ou... Je vais les rajouter pour Ouais, la on va les version. rajouter. Fait que si vous écoutez la version audio, finalement, ben, ce que je dis en plus a encore plus par rapport, parce que dans le fond, les pubs vont jouer, parce qu'on m'entend dire, j'ai pas les pubs. Mais bon, ben, Décidérez, 12 septembre, on est très contents. Ça rappelle ça- les premières émissions, c'est bien. Ça passait. La première émission que je n'avais pas ouvert mon micro. Le premier speech de 2 minutes qui se fait dans le silence j'avais complet. C'était vraiment un beau texte en plus. Oui, ben, de ce que je me souviens, là, ça fait 10 ans, mais j'avais écrit un beau petit texte là, pour le début d'une nouvelle aventure. Là, puis on ne l'a pas entendu. Ben, c'était comme ça, et 10 ans plus tard, ben, c'est de toujours pire comme ça. en pire. Mais dès la semaine prochaine, les amis, nous serons de retour à Choc. Je sais que je l'annonce à chaque semaine. Théoriquement, évidemment, ben là, on a appris que la deuxième vague est pas mal à notre porte, alors on verra bien. Mais en tout cas, Ça va durer le temps que ça va durer. mais en tout cas, peut-être qu'on va être de retour à Choc 2 semaines, puis on va revenir sur Zoom, un peu une émission à la maison, je ne sais pas. En tout cas, théoriquement, jeudi prochain, Box Office est de retour, et samedi prochain, Décidérez sur les ondes de Choc, alors avec un studio que je comprends, quoique j'ai peut-être tout oublié comment il fonctionne, je sais pas encore. Mais bon, fait que voilà, j'ai avec moi, je suis très content, j'ai avec moi Nicolas Fournier-Larocque. Comment il va? Ah, il va.
Ah oui, mais c'est tu as ça. bien dormi. Ça valait la peine que je sois pas là pour un bout, juste pour dire ça. Que tu vas bien? Que je vais bien. Mais toi, Nicolas, tu es enseignant de philosophie au cégep, c'est exact? C'est exact, oui. Comment ça se déroule le retour en classe? C'est drôle parce qu'on n'est pas en classe. Fait que je passe mes journées devant l'ordi. Puis, comme je dis à mes étudiants, moi, j'ai fait ça pour pas faire une job de 9 à 5 devant un ordi. Puis là, ben, je fais pas mal une job de 9 à 5 devant l'ordi à répondre à des courriels puis à niaiser. C'est drôle. Ben, heureusement, ça a l'air que c'est presque fini le COVID. Fait que plus, Oui, c'est ça. Mais tu sais, je suis privilégié, j'ai ma job toute, mais c'est plate. Là. Le fun de ma job n'est pas là. Ben, ils ont dit 2 semaines, hein? Fait que, 2 semaines. Ben, que ça durerait 2 semaines, le COVID. Puis oui, c'est ça, bien évidemment. Par 2 semaines, on va dire 2 ans. Mais c'est pas Ça grave. va mourir par soi-même. Ça va mourir par soi-même à cause de l'été. Les virus-là, ça ne survit pas à la chaleur. Oui, puis je pense que les manifs, ça a un effet aussi, tu sais, de dire c'est assez. Ouais. C'est beaucoup la marche pour ou contre le COVID là, de Joël. Si on ne dit pas que c'est stop au virus, c'est ça. Si on ne dit pas arrête de nous écœurer, mon maudit niaiseux, lui, il va continuer. C'est ça. C'est une relation abusive. Un moment donné, tes bullies, il faut que tu te lèves là, puis tu leur dises ça va faire, OK? Tu mets ton pied à terre puis tu leur montres que tu ne te laisseras pas manger à laine sur le dos. Puis c'est ça qu'on est en train de faire, nous autres, les Québécois. Un chapeau gris, une écharpe rouge. Voilà Bouli avec son petit nez rouge. Voilà. On a avec nous Mathieu Niquette, comment il va? Ben, ça va semi parce que je me suis réveillé ce matin puis là, il n'y a pas d'électricité chez nous. Puis là, j'ai encore une fois très peu dormi, puis j'ai pas eu mon petit café parce que je peux pas faire mon petit café. Mais ma copine Shania, que je peux vous montrer à l'instant parce que j'ai découvert qu'on pouvait l'avoir ceci. Ça serait meilleur pour nos vues si c'était elle à la place. Oui, c'est ça que je me dis. Bon, donc, Shania est partie me chercher un café au dépanneur tellement qu'elle est gentille puis qu'on s'aime beaucoup. C'est dans l'eau des bonnes nouvelles. Puis ça, tu commences c'est pas une nouvelle, ça, Mathieu. Ben oui, attends, ça, c'est comme agencer une nouvelle. Oui. Parce que je savais pas trop comment ce mix d'émotions-là me faisait sentir. Puis ce matin, en ouvrant l'Internet, j'avais un message d'un auditeur, Renaud Bélanger. Puis je vais vous montrer, Julien, si tu veux bien me partager l'écran. Il m'a envoyé. Ben, je vais cliquer, puis tu vas avoir comme un message. OK. Je pense à ta minute. Normalement, il n'y a pas besoin d'autoriser. T'as tout le fait, puis j'ai touché à rien, moi. Ouais. Je vais juste trouver qu'est-ce qu'il faut que je partage. Un chapeau gris, une écharpe rouge. Voilà Bouli. Je suis pas sûr si je partage la bonne affaire, c'est pas. Attends, on va voir. C'est sûr qu'il faut faire attention à ça. C'est ce qui arrive. Fermez vos onglets avant de commencer l'émission, les amis. C'est pas. Moi, je suis pas dans le jugement, là, mais je veux pas. Continue à parler, Julien, finalement. Ben, OK. Continue à parler. Continue à parler. Écoute, Mais toi, Julien, comment ça va? Ben, ça va bien. On te le demande rarement à toi, comment ça va? Je vais revenir, la gang. On dirait que personne ne me le demande jamais. Mais oui. Je vais toujours revenir plus tard. Ben, j'ai bien notamment, Nicolas, parce que, écoute, c'est le grand retour de nos spectacles. Ah non, faut-tu falloir que oui, j'ai vu ça, sold out en quelques heures. Il falloir que je réapprouve Mathieu. Puis non, il est parti de lui-même. Fermer ses onglets. Oui, fermer ses onglets, évidemment. Eh bien, effectivement, c'est le grand retour des Picbois sur scène. On n'a pas fait de show. Je ne suis pas sûr de la date exacte. J'ai dit 8 mois, Dom a dit 6 mois, je ne sais plus. En tout cas, quelque chose comme février-mars, je ne suis pas sûr. On n'a pas fait de show depuis ce temps-là. Alors, on est très contents. Il y a le déconfinement. À cause de ça, évidemment, c'est des petites salles. On peut juste rentrer dans le théâtre Sainte-Catherine. On peut juste rentrer. C'est déjà une petite salle. Oui, c'est qu'elle est très exiguë. Hein? Oui, c'est ça. Fait que ça complique qu'on peut rentrer encore moins de monde que ce qu'on pourrait rentrer. On peut juste comme vendre 25 billets. Mais il va y avoir l'ambiance pareil, c'est sûr. C'est un tout nouveau spectacle. C'est pratiquement juste du nouveau stock. C'est très, très drôle. J'ai entendu un bip. Tu joues le rôle du drogué. Oui, c'est pas... je ne vais pas trop en dire, mais... Cette pièce dramatique. Je ne vais pas trop... Mais c'est pas... j'ai le droit de le dire ou j'ai pas le droit de le dire. Mais en tout cas, c'est une suite de sketch plutôt. Là. C'est pas... Un peu comme le party des Picbois, disons. Oui. Mais oui, il va y avoir une petite mise en scène quand même du drogué, du sportif et du beau gosse. Mais c'est pas la suite de Cardio Tyros, ça. C'est pas la suite de Cardio Tyros. Okay. Le poster peut y faire penser à ça. C'est ça, je pensais que c'était dans le même Rossverse. On voulait... on cherchait un nom pour le show, puis on voulait un nom qui fait show d'humour. Fait que là, c'est
C'est le show d'humour super drôle des Picbois. Fait que ça va bien, puis on a vendu, on le fait 6 fois à Montréal, soit 2 fois par soir, 3 soirs de suite. 17 au 19, je ne me trompe pas, mais de toute façon, c'est sold out. On a tous vendu les billets en 2 heures. Ça non plus, je ne vais pas trop en dire, mais on va... on vous entend. On va aller dans votre ville probablement. Maxime gère tout ça présentement. Fait que on va faire beaucoup de shows parce qu'on va tout le temps faire 2 shows par soir. Ça va être assez intense, mais ça va être... On repart la machine. C'est le fun. La tournée Vecteur Corona. Voilà, fait que je viens là-dessus. Je vais prendre mes messages au cas où que c'est Mathieu qui me demande comment revenir. Pour les gens à la maison, c'est le pire épisode de Décideret. Il ne s'est rien passé en 15 minutes. OK, Mathieu écrit « Va falloir que tu me renommes conférencier. » Ah oui, il est en attente. Là. Get more, promote to panelist. Voilà. Ah, ben voilà. Chania. Je savais qu'il fallait que je check mes messages. Hey, merci. Écoutez, je pense que l'épisode va être encore pire que l'épisode où Mathieu était pogné dans un parking et que Charles Beauchamp était toujours rentré dans la station. Puis... Hey, mais je me sentais comme dans Get Out. J'étais comme, je vous voyais, je vous entendais, je pouvais rien. Ah oui. C'est terrifiant. J'étais tout comme prisonnier. T'étais pris dans la quiet place. Puis j'étais pas capable de m'en aller comme de l'écran non plus. Comme quand je voulais sortir, je sentais qu'il y avait comme une force qui m'empêchait de sortir. Regarde, de toute façon, Mathieu, pour toi, je vais redire ce que je viens de dire. Non, je l'ai pas entendu. Non, mais je vais leur dire pareil. Fait que les Picbois. Fait que voilà, alors on est très content du retour sur scène, puis on est très content de l'amour que nous avez donné en très peu de temps, de tous ces gens-là qui ont répondu à l'appel rapidement. Ensuite de ça, grosse nouvelle brève, comme vous avez déjà vu voir ça dans les médias, je veux m'acheter un Virtual Boy. Oh! J'aimerais ça, mais t'as manqué ça? Ouais. Il n'y a pas rien de Donald Trump. Allô? Fait que... je te suis pas sur Facebook. Non, mais tu suis personne sur Facebook. Ben oui. Je suis Joël. C'est le seul que je suis sur Facebook. Bon, tu suis une personne sur Facebook. Joël, à ce que je sache, je ne vais pas s'acheter un Virtual Boy. Virtual Boy, on se rappelle évidemment la console de Nintendo, qui est probablement leur plus gros flop en carrière, qui est sortie en 1995 et qui s'est terminée en 1996 et qui ont vendu à 1 million de copies. Qui, après quelques mois à peine, il coûtait 40$ plutôt que 200$, puis c'est la console rouge qui donne mal aux yeux. Mais tu sais, moi, j'ai juste joué à ça comme au Toys R Us puis au Club Price, là, tu sais. Fait que j'ai jamais joué à ça plus que 5 minutes, puis je me dis, il me semble que ce serait hot que j'ai un Virtual Boy. C'est dur plus que 5 minutes. Rachel s'en va. Bye, Rachel. Salut, Rara. Bye. Excellent épisode. Veux-tu dire bonjour au monde? Non, elle veut pas. Mais voilà. Fait que c'est ça. Non. Non, c'est pas grave. Puis j'aurais dû m'y prendre quelques années plus tôt. J'ai réalisé ça. J'ai demandé à mon ami Fred Gému, qui est un des propriétaires de Rétro Montréal. Puis là, j'ai dit « Hey, je veux un Virtual Boy, comment qu'on fait? » Puis là, il a trouvé dans son coin d'où il vient comme un pawn shop qu'il vendait à 150$. Ah. Mais là, après ça, il a dit finalement, le gars ne veut pas le vendre. Il dit hey, je passais au pawn shop, puis il y avait un Virtual Boy, puis le gars m'a dit que c'était pas à vendre. What? Son Virtual Boy à 150$ n'était pas à vendre. Fait que là, je continue à chercher, je me dis, tu sais, je peux mettre 200, mais on s'entend que c'est une console de merde. Mais bon, je peux mettre 200. J'aurais un Virtual Boy à la maison. Fait que là, je regarde sur le Marketplace sur Facebook. Il y a quelqu'un qui dit qu'il le vend au plus offrant, mais il ne met pas de prix. Fait que là, j'écris en privé. Puis j'ai dit, tu sais, je donne pas un prix. J'ai dit, tu vendrais combien? Devinez combien qu'il vendait? 350. Il dit qu'il y a eu une offre de 575$. Fait que là, hier, je suis allé à... Ben oui, ton chat. Fait que là, hier, il y a Rétro Montréal, justement, qui a annoncé qu'ils ont reçu 2 Virtual Boy. Fait que là, j'étais comme, yes, je vais pouvoir m'acheter un Virtual Boy. Puis là, finalement, savez-vous combien qu'ils le vendent? 600. Ils vendent 700$. C'est pas ça, il y a des collectionneurs, c'est ça. C'est parce que dans le fond, tout le monde a eu la même idée que moi en même temps. C'est pas... J'avais acheté ça il y a 5 ans, là, j'aurais pu le trouver à 50$ chez quelqu'un. Là, ça coûte 700$. Puis, écoutez, je peux pas mettre 700$ dans un Virtual Boy, même si en même temps... Tu veux pas. Je peux, mais je veux pas. Parce que, parce que 700 sur 60 000, c'est pas tant que ça. C'est moins élevé que ça. Puis je sais que, supposons, si on t'entend pas, Mathieu, ça se peut-tu? Ouais, on dirait que t'as pas ton micro. On t'entend pas, Mathieu. T'as peu. Peut-être c'est moi qui est unmute.
Est-ce que vous m'entendez? Ah, là, on Là, je t'entend. t'entends. Oui. Ah, bon. On t'entendait pas. Fait que je sais pas si t'as dit des trucs drôles dans les 2 dernières minutes. Hey, j'arrêtais pas, j'étais une mitraillette, mon gars. Ta-ta-ta-ta-ta-ta! Virtual Boy! Hey, pour vrai, je me souviens pas d'avoir été aussi drôle. Ah, ben on a tout perdu. C'était comme mon speech au début du premier épisode, encore une fois. Ce genre d'épisode-là. Puis tu sais, s'ils vendent 700, ça veut dire, parce qu'ils font les bons prix à Retour Montréal, c'est une boutique que j'apprécie beaucoup et que j'encourage fortement. Ils vont vraiment sur le prix du marketplace, là. C'est pas des crosseurs. Fait que tu sais, s'ils vendent 700, ça veut dire qu'il vaut 700, puis ça veut dire que dans 5 ans, il va valoir comme 1200. Bon, ben achète-les dedans. Ben, je veux pas l'acheter parce que c'est trop cher, je veux pas mettre 700$ dans un virtual. Je vais me sentir ridicule, je vais mal dormir pendant des jours. Fait que là, s'il y a des gens qui ont des Virtual Boy à la maison, bon, je suis prêt à mettre 200$. Il faut que ce soit fonctionnel, évidemment. Mais pourquoi ils te vendraient ça à perte? Ben oui, tu viens de leur dire. Tu viens de leur dire la valeur du marché. Ben, écoutez, mais en tout cas, puis, pas besoin. Mais comme au Retour Montréal, ils ont été avec la boîte puis tout. Là. Moi, je n'ai pas besoin de la boîte. J'aurais besoin évidemment du chargeur. Là. Je veux que ce soit fonctionnel. C'est pas fonctionnel, c'est plate. Là. Mais à part ça, c'est tout. Là. 200$. Écrivez-moi en privé. Ou si vous voulez me le donner, il n'y a pas de problème. Oui, ça aussi. Ça peut se faire aussi. Il n'y a personne qui vous donne un Virtual Boy. Là. Qu'est-ce que tu veux faire? Alors, je vais continuer ma quête et je vais essayer. Ça va être une quête à suivre dans des CDR. Je vais essayer de me trouver un Virtual Boy. Je vais checker ça de temps en temps. Hein. J'imagine ce genre d'affaires, si tu vas sur eBay tout le temps, hein, ou si tu vas dans les ventes de garage tout le temps. Hein, et quelqu'un me dit. Oh oui, mais il peut y avoir quelqu'un qui sait. C'est ça, il ne sait pas ce qu'il y a. Ça a été vendu à combien d'exemplaires, tu disais, Julie? 1 million. Hey, fait que, tu sais, mine de rien, 1 million, c'est un gros chiffre, mais tu sais, c'est pas tant que ça. Non, c'est pas tant que ça, tu sais, pour qu'on considère qu'il faut que tu le retrouves et que quelqu'un puisse te le vendre, tu sais. Non, ça veut dire que théoriquement, il y en a approximativement 1 million en circulation sur la planète. Puis encore là, ils fonctionnent tous. Ben, c'est ça. C'est pas élevé, là. C'est une quête qui n'est pas si facile que ça quand on y pense. Non, je sais. Mais en tout cas, si vous pouvez m'aider dans ma quête, alors voilà, c'était ma grande nouvelle brève. On va continuer avec. Attends, okay. je veux juste. Je t'ai parti parce que je voulais vous partager comment je me sentais. C'est ma nouvelle brève en même temps. On va réessayer, voir si là, ça va marcher. Là, ça va marcher. Je vais vous montrer exactement comment je me sens. Puis ça, c'est Renaud Bélanger, un de nos fans, qui m'a envoyé ça. Puis ça décrit exactement comment je me sens. C'est notre ami, attention, vous allez le reconnaître parce que vous l'aimez. Chania, OK. Hein? Chania, c'est quoi ton mot de passe? Oui, dis-le tout haut, Chania. OK, c'est bon. Je l'ai. Vous ne l'avez pas entendu, hein? Meilleur épisode. Non. On l'a dessus? Il n'y a rien pour l'instant. Oh, c'est comme ça que tu te sens, Nickette? Nos auditeurs méritent mieux que ça. Un écran noir. Ma chronique sur le Virtual Boy, c'était pas une chronique. C'est une nouvelle brève pour essayer de t'en trouver un. Pourquoi ça marche pas, les amis? C'est parce qu'il va falloir que je vous partage de quoi tantôt. En même temps, c'était une façon pour moi de tester si ça allait marcher. Ça dit started sharing, mais il n'y a rien. C'est juste moi qui t'étais un Virtual Boy à des auditeurs. C'est un peu. Oh, ça y est, ça marche. Ah! Vous l'avez? Oui. On l'a. Bon, ben vous avez reconnu notre ami, Francis Sarlette Connen. Puis là, regardez. Chantait à propos de... Mon Dieu, c'était quoi déjà? Le changer d'heure, surtout. Ouais, c'était son, voilà. Mais aussi le jour de l'an, puis la Noël. Mais là, il a ajouté une nouvelle corde à son arc parce que tu l'as très bien dit, Julien. Francis, il chantait. Mais maintenant, il ne fait pas juste chanter. Maintenant, il a appris un nouveau skill. Le drum? Il joue du drum sur ce qui semble être une boîte de Kleenex. Et ça lui demande beaucoup de concentration, mais je pense que ça y apporte une espèce de détente et de bonheur. Fait que c'est de même que je me sentais ce matin, un mélange de stress, mais de quiétude en même temps. Tu sentais de même? Ouais. Fait que si vous voulez aller voir cette vidéo-là, c'est vraiment passionnant. Puis il chante pas, là. Je pense qu'il n'a pas encore appris... à chanter et à jouer en même temps. À combiner les deux skills. Mais je pense que, tu sais, dans les prochaines semaines, je ne serais pas surpris de le voir et drummer et chanter en même temps. Fait que je vais garder l'œil ouvert là-dessus. Décidérez sur le terrain pour vous. Alors, on suit le dossier. Vous n'avez pas à le faire. On s'en occupe. Voilà. On va commencer donc avec Nicolas, tiens. Ah oui, carrément. Ben, c'est ça, toi, Mathieu, puis il vient de parler. Oui, c'est ça. J'ai de quoi pour sharer l'audio, puis j'ai les thèmes. Fait que je peux peut-être... Wow. Mais là, la chanson thème.
Mais en même temps, là, pas ça share un écran. Puis la pas semaine juste sharer prochaine, l'audio sans la semaine sharer prochaine, on est de le... retour d'un studio à Choc. C'est drôle parce qu'on dirait Non, que je sais pas le bateau là. on dirait que c'est notre épisode throwback au mois de mars quand personne ne savait comment Zoom fonctionnait. Ah, oui. tu sais, j'ai trouvé quelque chose. Là, C'est un hommage. là je peux sharer la Sauce 5 musique, et là. Sharing Computer Sound. Ouh. Marche-tu? Oui. Eh bien oui, j'ai reçu une lettre de Sauce Toi. Une lettre. Oh, attends. La version 2 du thème. Quittez pas le bateau. On va revenir à Choc la semaine prochaine. J'aime peut-être mieux cette version-là quand je l'entends. Oui, j'ai reçu une lettre d'un auditeur sur Sauce Toi avec Sauce 5. Puis d'ailleurs, sur ce Gmail-là, je reçois juste des offres de cruise homosexuels. Non, franchement, je comprends pas ça. Fait que ça m'a vraiment pris du temps à retrouver. Voyons, c'est qui m'écrit? Où ça qui m'écrit? Puis là, je vois, c'est sur Sauce Toi avec Sauce 5. Tu réponds à tout le monde, tu me disais. Tu réponds aussi. Oui, bien sûr. S'il faut, là, c'est important. C'est comme mon truc corporatif, cette adresse. Vous êtes un jeune mâle en route. Ben là, dites-moi plus. Enchanté. Alors, j'ai J'ai reçu cette question-là. J'ai 25 ans, je suis amoureux d'une femme de 55 ans. Nous restons avec son fils de 36 ans et ce garçon ne me respecte pas comme beau-père. J'essaie de l'éduquer sur la vie, mais il n'écoute pas. S'il vous plaît, aidez. Que dois-je faire? Attends, répète donc ça, les âges. Le gars, son j'ai beau-fils, 25 ans, okay, je suis amoureux d'une femme de 55. Nous restons avec son fils de 36 ans et ce garçon ne me respecte pas comme son beau-père. J'essaie de l'éduquer sur la vie, mais il n'écoute pas. S'il vous plaît, aidez. Que dois-je faire? C'est tourné vers Sauce 5 pour les Oui, c'est ça. C'est tourné vers la bonne personne. On est d'accord. Quelqu'un qui n'est pas capable de se rendre compte par lui-même pourquoi un homme de 36 ans ne veut pas l'accepter comme son père, lui qui a 25 ans. C'est ça, il y a quelque chose à développer là-dessus. Ça va me permettre de parler un petit peu de la notion de respect, d'une part, parce que, bon, il y a le fait qu'il dit qu'il ne le respecte pas comme son beau-père. Tu n'as jamais eu de respect, tu ne peux pas en parler. Et il y a aussi la notion de sagesse, donc d'éducation et de passation de savoir. Donc là, ces deux éléments-là, ça va être les deux thèmes qu'on va traiter aujourd'hui avec ce Sauce Toi. Deux? Oui. Après ça aussi, vu qu'on est juste trois, j'ai de la politique thaïlandaise pour les intéresser. Donc, non, on peut faire plus court aussi cette semaine. On peut faire plus court. OK. On commence par un sujet, puis on verra. Ça va durer 22 minutes, dont 20 de problèmes techniques, puis on est en business. Première chose, pourquoi est-ce qu'il te respecterait? Ça, c'est la première question que je poserais. Je pense que c'est la première question que Niket a posée aussi. Je pense que Julien l'a pensé, mais il ne l'a juste pas dit non plus. Ça, c'est une situation dans laquelle, bon, il ne t'a pas choisi comme beau-père. Hein? Ça y a été un petit peu imposé dans sa face. Surtout que là, vous habitez tous ensemble. Donc, juste un petit rappel que le respect, ça se mérite. Non seulement ça se mérite, mais ça se perd au litre, puis ça se gagne juste aux gouttelettes, le respect. Fait que c'est une longue pente montante là, de gagner le respect. Ça vient d'où cette expression-là, Nicolas? C'est-tu dans ta famille? Ça se perd au litre et ça se gagne en gouttelettes? D'où ça vient? Non, j'ai galvaudé ça à un auteur quelque part que le nom m'échappe en ce moment. Mais lui, il ne parlait pas du respect, il me semble, il parlait de quelque chose d'autre. La confiance, peut-être? La confiance, oui, c'est ça. Ma mère, elle disait quelque chose du genre quand j'étais petit. Ça m'a fait penser à ça. C'est ça, c'est une expression. C'est difficile à gagner, facile à perdre. Exactement, mais plus sur le ton, tu sais, la confiance, Mathieu, là, c'est difficile à gagner, mais c'est très facile à perdre. Elle te faisait plus confiance. J'aimais ça, tu sais, de dire litre puis gouttelette. C'est des mots que, en tout cas, j'avais envie de dire ça. Mérite, litre. Gouttelette. Il y avait quelque chose de chantonnant là-dedans. C'est moi qu'on devrait inviter. Je pense que Nick fait un ACV. Chaîne Nicolas, là, ça pas. Je pense qu'il fait un ACV. Ce respect-là, encore une fois, c'est quelque chose qui se gagne. Puis comment est-ce qu'on gagne le respect? En étant digne du respect. La force. En démontrant justement une certaine force de caractère, puis en démontrant justement que tu es capable de te porter avant de pouvoir ne serait-ce qu'espérer aider, porter les autres. Et puis, il y a une autre affaire là-dedans. De choc. La notion
d'éducation, la notion de sagesse, ça, c'est quelque chose, je pense, qui est souvent oublié. Comment passer du savoir ou passer des leçons de vie, c'est quelque chose de consensuel. C'est pas quelque chose que tu imposes en face de l'autre. Ça, c'est la même chose que dans les relations amoureuses. C'est la même chose que tout. C'est une relation à deux. Donc, cette relation consensuel. Consensuel ou à plusieurs, deux ou plusieurs. Là, ça peut être du poly-savoir dans toutes les directions. Mais c'est quelque chose qui doit se faire dans la communication, dans l'accord. Tu n'arrives pas à quelqu'un puis tu lui vomis au visage ton savoir. Il n'y a personne qui a envie de ça. Et puis lui, encore une fois, il t'a rien demandé. Mais toi, Nick, c'est pas ça un peu que tu fais comme à chaque semaine avec nous? Mais là, justement, j'en parlerais pas si on n'avait pas posé la question. Ah, OK. C'est la même chose aussi. Tu disais tantôt, je suis professeur. Quand les gens arrivent dans la classe, ils ont consenti à être dans la classe. Personne ne les a forcés à être là. Fait que toi, tu t'es mis dans une situation où tu pouvais comme juste chover ton savoir dans le Mais je ne chauffe pas. C'est plus que tu l'égouttes, puis les gens qui veulent ramasser ce savoir-là, ils le ramassent. Mais il y en a plein qui s'en foutent aussi, qui sont là, puis ça ne les intéresse pas d'apprendre. Peut-être qu'ils ont consenti, mais en entrant dans la classe, ils ont senti un con. Percevoir l'autre comme un con, c'est relatif. Il y en a plein qui perçoivent tout le monde comme des cons, puis c'est eux les cons finalement. Donc, pas rentrer là-dedans sur la connerie générale. T'empiètes un peu sur ma chronique en ce moment. Mais donc, la sagesse, ça fait pas juste se donner, il faut que ça se prenne. C'est un acte conscient d'aller chercher la sagesse, de l'agripper, puis d'essayer d'en prendre. Que la sagesse, ça se perd par litre, mais ça se gagne par gouttelette? Non, pas vraiment, parce que c'est justement la sagesse, si tu... il y a un débat là-dessus, il y a plusieurs écoles de pensée, mais si quelque chose est acquis, ça ne se perd pas aussi vite, au contraire, à moins que, je ne sais pas, tu as eu une commotion cérébrale ou ce genre de choses-là externes qui empêchent ton mécanisme cognitif normal. Après à faire du vélo, une semaine après, je ne me rappelais plus. Mais c'est pas vraiment de la sagesse, ça, c'est un savoir technique. C'est de la coordination. Je ne pense pas que tu aies beaucoup de sagesse dans la manière que tu fais ton vélo, Julien. Je l'ai appris à mes dépens, non, ça. Donc, et puis on dirait qu'il y a une certaine vieille vision de l'éducation de la part de celui qui m'a communiqué, de l'éduquer sur la vie. Il y a moins de notions de vie que l'autre en termes ne serait-ce que de temps, même si quelqu'un peut avoir beaucoup, beaucoup de leçons de vie en étant très jeune, quand on parle des vieilles âmes ou qui ont vécu des terribles. Mais ce qui nous intéresse dans ces gens-là, justement, c'est parce qu'ils ont vécu des choses et puis ils en ont survécu, ils en sont sortis grandis plus forts. Puis c'est ça qui nous intéresse. Si la personne qui m'a écrit, c'est juste quelqu'un qui sort avec une femme plus vieille, puis là, il se retrouve dans une situation qui est le beau-père, il n'y a pas de comme par exemple, si c'est moi qui avais écrit le journal d'Anne Frank, ça serait comme pas mal moins hot, là. Il s'appellerait pas de nom. Tu veux dire, si toi, tu t'étais caché, puis tu avais... Ouais, non, mais je veux dire, à même âge, si j'avais écrit mon livre... Je pense que mon livre aurait été comme pas mal moins... dans ce sens-là, c'est parce que tu comparais... J'aurais transmis beaucoup moins de sagesse si j'avais écrit un livre à même âge qu'Anne Frank. Même, je pense que si j'en écrivais un là, je pense pas que ça serait même, beaucoup. C'est pour ça que des fois, on regarde un petit peu de manière absurde là, des jeunes célébrités qui, genre dans la vingtaine, ils écrivent leur mémoire. Comme, ouais. Il n'y a pas d'urgence. Si on participait à Love Story, ça m'intéresse. Donc, moi, ce que... Hugues de Love Story. Oui, il y en a quelques-uns. Moi, ce que je disais, justement, c'est qu'elle se prend, puis elle se prend de manière consensuelle. Donc, il faut que les deux parties soient prêtes, justement, à communiquer ça. Puis, à la place, d'essayer de lui forcer ton éducation, ta perception de la vie. Mets-toi en exemple. Présente-toi, vis ta vie, puis que ta vie soit tellement lumineuse, soit tellement belle que la personne ne peut juste que l'admirer, la respecter à distance. Puis là, il va vouloir s'approcher, il va vouloir connaître. Mais comment tu fais pour être aussi awesome? Comment tu fais pour être aussi intéressant? Puis là, tu partages cet excès-là. Là, parce que c'est comme un peu ça. La vie, tu devrais décrire la vie à Bernatchez. Mais oui, c'est de se rendre beau, pas beau superficiellement, là, en ayant des attraits, puis des innocents, puis des yes-men qui tournent autour, mais beau en termes de puissance, comme quelque chose que tu respectes, mais qui fait un petit peu peur aussi en même temps. Voilà, ça c'est la vraie puissance. Donc, cette vraie puissance-là, justement, elle ne se donne pas par elle-même, là. Elle ne se donne pas pour se sentir bien. C'est qu'elle se sent déjà bien. Elle est tellement débordante de bien qu'il y en a qui lui sortent d'elle. Et puis là, on peut justement essayer d'en ramasser des petites parcelles autour. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on donne pour se sentir bien. Donc là, j'ai l'impression que c'est ça. Il faut attendre de voir. Demande-lui rien. Arrête de l'achaler. Vis ta vie avec la madame avec qui tu es.
Puis si tu as quelque chose à donner, ça va se donner à maner. Mais pour l'instant, il n'y a rien à... J'avais une petite citation de Nietzsche pour faire pétant à la fin, qui allait dans cette direction-là. Et il disait justement sur cette idée-là d'aider les autres, puis que souvent, en vouloir trop aider les autres, on finit par leur nuire finalement. Et il disait, en attendant, la question reste à résoudre si l'on sert davantage son prochain en courant immédiatement et sans cesse à son secours et en lui aidant, ce qui ne peut se faire que très superficiellement, à moins de devenir une mainmise tyrannique. Donc déjà, aider les autres, c'est difficile à moins de se faire un tyran sur cette personne-là. Quand tu as un bébé, là, puis là, on te voit au restaurant, puis là, tu manges du saumon. Puis là, les gens viennent te voir et font « Ah non, il ne faut pas que tu manges du saumon quand tu as un bébé. » Ça gosse. Ben oui, ça gosse. Surtout que cette histoire-là de poisson, j'ai l'impression que c'est exagéré. Fait que ça me dit, mêlez-vous de vos calices d'affaires. Et là, on dit, et si l'on se fait de soi-même quelque chose que le prochain voit avec plaisir, par exemple, un beau jardin tranquille et fermé qui possède de hautes murailles contre la tempête et la poussière des grandes routes, mais aussi une porte hospitalière. C'est-à-dire que tu te fais justement ce bel environnement-là, cette belle personne, mais qui est protégée aussi des intempéries de la vie, des salauds, des connards, du quotidien, puis qui est invité en même temps. Tu te dis, ben oui, il y a de la place ici. Venez, regardez-moi ça, le bel espace intérieur que je me suis fait. Puis ça, c'est accueillant. Puis ça, c'est un peu comme la ville de Québec. Tu sais, c'est tout fortifié, mais tu sais, c'est beau pareil. Là. C'est beau pareil. Là. Ça commence à... Il y a du con qui sont invités. À des karaokés récemment. Ah, ben, ils ont enlevé les portes aussi. Tu sais, ils appellent ça les portes, mais il n'y a plus de portes. C'est sûr que mais ça supposons que... moi, je t'amène une prise de réflexion là-dessus. Si le fils, il les entend baiser, ben, ça peut-tu aider la situation? Ouais. Moi, j'ai une autre question. Si les entend baiser, dans la forêt, personne ne les entend. Si les entend baiser, mais qu'il ne dit rien par rapport à ça, puis qu'il y a une frustration intérieure, ben là, c'est son problème. Si les entend baiser, puis qu'il dit, ben, pouvez-vous faire moins de bruit, et qu'il continue à en faire, ben là, il y a un vivre ensemble là, qui doit se faire. Là. Je veux dire, si... Le dude a quand même 36 ans, il habite avec sa mère. Là. Bon, je sais qu'on habite tous plus vieux, on ne sait pas. Moi, j'ai rien d'informations sur son histoire à lui ou à l'autre. Là. On pourrait presque croire que c'est pas vrai. On pourrait presque croire ça, mais ce qui m'a fait croire que c'était plus vrai, c'est qu'il n'y avait pas de mention de Sonogué dans la lettre. Là. Je me suis permis d'essayer. Non, que ce soit vrai ou non, ça appartient à la personne qui t'a écrit. Nous, on est là pour répondre aux questions. Moi, ce que je fais, c'est que je réponds réellement à toutes les questions qu'on m'envoie. Mais je trouve peut-être que ça, c'est pas vrai, mais quelqu'un lui a quelque part. Puis là, tu vas aider cette personne. Moi, je trouve que, outre les âges, ce que je trouve surtout intéressant là-dedans, c'est, tu sais, pour qui est-ce que cette personne-là veut éduquer? Cette personne-là ne veut pas éduquer la personne pour la personne. Elle veut éduquer la personne pour elle se sentir mieux. T'sais. Fait que des fois, faut une bonne action, des fois, il faut que ça soit commandé. Comme, tu ne peux pas imposer une bonne action et dire « je suis une bonne personne ». Même si ce n'est pas commandé, il faut que ça vienne d'un excès de puissance. Là, pas pour se sentir puissant. Ouais. Parce que là, il faut que tu paternalises, il faut que tu infantilises celui que t'aides, parce que c'est ça qui te fait sentir supérieur à l'autre. Ah, regardez, si c'est moi qui l'aide. Mais si ça devient juste d'un débordement, puis que tu t'en fous que l'autre le prenne ou le prenne pas, ben là... Il peut te faire des lifts. Faire des lifts? Il peut te faire des lifts, le gars de 25 ans? Ben, on ne sait pas si ça se trouve, il ne conduit pas. Hein. On ne sait pas. Ben, si l'autre a 36 ans et il habite chez moi, c'est ça, il y a beaucoup d'informations qui nous manquent. Ouais. Moi, j'ai fait avec ce que j'avais. Mais je pense que tous ceux qui se retrouvent dans cette situation-là, puis je pense que c'est peut-être la moitié du monde, peut-être. Qui vivent ça? Ouais. Mais vous réagiriez comment si vous aviez comme votre beau-fils avait, mettons, nos âges avaient comme presque 50 ans? Je sais pas. Là. Mettons le fils de ta blonde de 50, là, qu'est-ce que tu fais? Ben, ma blonde a 75. Ben, elle a genre 65, là, 76, là, t'as le jeune, mettons. Là. Oh, ouais. Attends un peu, le fils... Parce que là, c'est ça qui se passe. Là, tu me demandes comment je réagirais si moi, j'étais avec la femme âgée qui a un enfant. Ton beau-fils, en ce moment, là, à l'âge qu'on a, ton beau-fils a 50, là, tu sais. C'est comme... Ben, je me ferais petit en esti. me me semble que j'essaierais de marcher un peu, puis j'essaierais juste d'être sympathique. Julien, il utiliserait la technique. Je l'ignore complètement. Je l'ignore. Ben, il l'ignorerait plus. Si on se croise le matin, j'ai dit bon matin, mais c'est pas... De toute façon, on ne pas tous ensemble non plus. Ça n'a pas d'allure. On n'est pas au Japon. Moi, c'est sûr que je la sortirais de là, puis je viendrais l'inviter chez nous.
En tout cas, que feriez-vous à la maison? Fait que merci beaucoup, Nicolas. Si la personne qui t'a écrit peut nous apporter des nouvelles précisions, on peut dire si Nicolas l'a aidé. Ça nous ferait plaisir de l'entendre. Ben, s'il y en a d'autres qui sont dans une situation similaire aussi. Ah oui, envoyez des sauces 5, là. Envoyez-en, Nicolas. Ben, parce que Linda, c'est un peu accaparé ce créneau-là. Fait que Nicolas, arrête d'être territorial comme ça. Là. C'est pas... Mais c'est un peu vrai quand Surtout que je suis presque jamais là, mais très territorial. Ouais. Ben, t'es revenu. Le minute, t'étais pas là pendant 1 an. Là, t'es là. Mais d'ailleurs, en tout cas, si on a le temps pour les nouvelles brèves, j'en ai un peu sur la Thaïlande pendant que c'est chaud. Là. Bon, on va voir. Bon, oui, c'est chaud, c'est sûr. On va voir. On a un genre de 20 minutes, 25 minutes. Alors, Mathieu. C'est vrai, ça passe, hein? Moi, j'ai pas ramassé les thèmes. Ah, je peux te partir ça. Voilà. T'es pas loin? J'étais prêt, moi aussi, mais vas-y. Sinon, on peut chanter. Peu importe, Nick. Celui qui tombe sous le doigt le premier. Celui de Marianne. Celui de Marianne, celui que je suis... C'est bizarre, tu l'as dit, puis je suis direct dessus. Ah ben, mets-les, je veux lui. Moi, je veux lui. Bon. C'est hot parce qu'on dirait le futur vu par l'année 1996, ce thème-là, je trouve. Ben, c'est ça le thème musical. Je ne l'ai pas, le tien, Niquette, parce que je suis sur le site de Guillaume. Bon, en tout cas, c'est ma création, ma grande création. Et puis, parlant de création, les amis, là, ouf là, quelle grande semaine dans le monde de la conspiration, parce que je vous en avais parlé il y a quelques semaines, mais dimanche dernier, le lendemain de notre émission, notre dernière émission, est sorti le documentaire Covidence, dont je vous avais présenté quelques extraits il y a quelques semaines. Et d'ailleurs, mon ami Maxime a attiré mon attention sur quelque chose qui n'était pas faux. J'ai un peu visé bas la dernière fois. J'ai parlé de la dame que je trouvais qu'elle avait les cheveux, les dents, puis la peau de la même couleur. Puis ça, je me suis un petit peu attaqué au physique des gens parce qu'on n'avait pas beaucoup de substance. Puis Maxime a fait réaliser que c'était peut-être un peu below the belt, puis qu'on n'avait pas besoin d'aller là. Puis je suis assez d'accord avec lui. Ça prend un grand homme pour admettre ses erreurs. Ben non, puis ça prend un bon ami pour me le dire aussi. Fait que je remercie Maxime d'avoir attiré mon attention. C'est pas comme s'il manquait d'affaires qu'on pouvait rire d'eux en dehors de... Ben, en plus, c'est ça. Est-ce qu'on a besoin d'aller là? Puis j'avouerai que, l'émission étant ce qu'elle est, puis le salaire qu'on a par rapport à l'émission fait en sorte qu'on ne met pas 10 heures par chronique non plus. On paye juste Murphy. Ben, Murphy, c'est ça. Il y a juste Murphy qui fait comme 200$ par apparition. Là, de la minute. Puis c'est pour ça qu'il vient juste 2-3 minutes. Là. Mais d'ailleurs, ça, il faut lui donner 20$ à chaque fois qu'on fait ça vaut tellement la peine. Fait que voilà pourquoi j'ai décidé aujourd'hui de vous faire une analyse moins superficielle, disons, du film Covidence qui est sorti donc dimanche dernier, qui est disponible sur YouTube. Si vous tapez Covidence avec un S à la fin, entre parenthèses 2020. Vous allez trouver ça. C'est un documentaire qui dure 1 heure et quelques secondes. Puis vous allez pouvoir écouter. Le son, quelqu'un que ça gosse comme sur ton micro, on dirait. Ça tape-tu quelque part? Y a-tu un... On dirait que ça frotte. Je sais pas si tu frottes quelque chose avec. Peut-être que tu es tout nu en dessous. Là, c'est correct? Ça me semble correct. Ouais. Ça te semble du bon? OK, je vais essayer de moins bouger. C'est parce que là, je suis tout énervé. Mais t'as toujours le goût de bouger, toi, je le sais. J'ai le goût de bouger. Ça s'appelle la boule d'énergie. Une petite boule d'énergie. Ça serait bon, ça, ce matin. Donc, je vais vous présenter ma critique de Covidence 2020. Je l'ai écouté vraiment avec ma copine hier soir. Puis on a écouté ça avec beaucoup de sérieux puis beaucoup d'attention pour essayer de... Moi, je pensais qu'on allait assister à quelque chose de bien ficelé, quelque chose de difficile à dénouer, puis tout ça. Puis je vous avouerai que j'ai été un petit peu déçu. Vous allez comprendre pourquoi à la fin. Donc, ça commence tout de suite. Le film commence et on nous présente des extraits des nouvelles. C'est pas des extraits qui sont nécessairement très pertinents, mais ce qui est le plus important, et ça, c'est là tout le long du film, c'est qu'il y a une trame sonore qui est là tout le temps en background. Et ça, la trame sonore est là pour indiquer aux spectateurs comment on doit se sentir. Et généralement, c'est faut se sentir terrorisé et apeuré. À chaque fois qu'on nous présente des images, des nouvelles de Arruda, des points de presse, de logo, quoi que ce soit, la musique est ultra lourde et ultra dramatique, mais les propos sont pas, tu sais, c'est les nouvelles, là, c'est pas, bon, ben, il y a une pandémie puis tout ça, mais tu sais. C'est pas compliqué. Quand je mets mon masque 2 minutes au dépanneur, je me sens comme en Allemagne nazie, là.
Ben c'est ça qu'on essaye de nous faire ressentir, puis la musique y est pour beaucoup. Ensuite, je vais vous laisser le réalisateur qui s'appelle Joël Hamel se présenter lui-même. Vous allez voir, ça donne un peu le ton et vous allez voir la qualité de la réalisation. Alors, je vous montre ça. Je vais arrêter de sharer. Ah oui. Alors, voilà. Et je vous présente ça. Donc, on partage ça ici. Vous le voyez? Oui. Donc, je vous présente juste ça. Émerge. C'est le réalisateur? Joël Hamel, du mouvement Il est au Appel à la Mont-Saint-Hilaire. liberté, et je suis parti à la recherche de citoyens et citoyennes voulant se confier à propos de leur expérience en ces temps incertains. Il se double lui-même? C'est ça qui est malade, Julien. C'est ça qui est le plus malade dans son affaire. On dirait que sa voix fonctionne pas. C'est comme c'est ça. Pascal de même! Fait qu'il a mis une autre voix par-dessus. Ça, c'est de la base, là, le 101 de la réalisation. Là, le room tone, c'est la chose importante quand tu fais de la réalisation. Faut que tu prennes un petit temps. Il y a aussi les white balance, je suis allé au cégep. Oui, c'est ça. C'est les deux. En fait, c'est les deux affaires que même ceux qui font pas de vidéo sachent, en fait. C'est le white balance, donc il faut que les balances de blanc soient faites. Ça va. L'image, elle se peut. Mais le son, c'est qu'il faut que tu prennes toujours un room tone. Ça veut dire que tu prends toujours quelques secondes sans que personne parle pour avoir le son ambiant pour que quand il y a de la narration, par exemple, ou quand il y a du doublage à faire, ou quand il y a des choses à rajouter, ben, il n'y a pas de rien en arrière qui nous donne une espèce d'impression weird de vide d'enregistrement en studio. Mais lui, la narration, toutes ses narrations sont enregistrées à l'extérieur, mais il s'est redoublé après en studio. Fait que ça donne une espèce d'effet, comme dans le temps de Philactère Cola, si vous vous souvenez. C'était l'effet stylistique qu'il avait décidé de faire. Il tournait leur sketch. Il se redoublait après pour l'effet comique, mais ça, je pense que c'est pas 100% voulu. Ensuite, on nous explique dans l'intro que le but du documentaire, c'est pas de dire quoi que ce soit, c'est juste de recueillir des témoignages. Fait que tout de suite, on se met en position défensive on n'est pas ici pour vous apprendre quoi que ce soit. Faites vos propres conclusions de la même façon que faites vos recherches. Nous, on vous donne les outils, mais on vous dit pas quoi penser. C'est ça leur excuse. Sauf que, bon, déjà avec la musique, on entend le ton et on comprend que c'est pas tout à fait vrai. Un documentaire, par définition, est toujours biaisé. Ben, c'est ça en plus. Fait que, donc, déjà. C'est évident. Là. Ben, il me semble, mais eux autres disent que non. Puis après ça, ils disent que dans le témoignage, il y a 12 femmes et aucun homme, mais c'est pas intentionnel. Nous autres, on était peut-être de mauvaise foi. On disait que c'était voulu pour attirer la sympathie, pour dire que c'est un groupe ouvert et moderne, donc ils ont fait appel qu'à des femmes. Mais ils ont dit que non, ils ont dit que c'est parce qu'il n'y avait aucun homme qui était là pour témoigner, aucun témoignage. Et la théorie du réalisateur, c'est peut-être que les hommes avaient peur de perdre leur job. Mais ça, je sais pas. Mais pas les femmes. C'est ça. Est-ce que ça sous-entend que pour lui, les femmes n'ont pas d'emploi ou qui sont femmes au foyer ou je sais pas c'est quoi cette. Mais c'est juste la théorie qu'on lance dans les airs. Peut-être avaient-ils peur de perdre leur emploi? C'est de la musique inquiétante, mais ça. Mais ça marchera pas de la musique inquiétante. Non, mais ça marchera pas de toute façon parce que quand on parle, ça va couper la musique, ça va être bizarre. Donc, fait que c'est ça. Ça, c'est la prémisse du film. Après ça, bon. Dans le film, il faut le dire, OK? Avant d'aller comme taquiner gentiment le film, il faut le dire, les témoignages qu'on récolte dans le film sont sérieux. C'est des vrais témoignages. C'est pas drôle. C'est des témoignages qui sont tristes. Puis c'est des histoires qui m'ont touché. Puis je pense que n'importe qui va être touché par ces histoires-là parce que c'est des gens qui ont perdu des proches. C'est des gens qui ont des exemples de personnes qui ont vécu des traumatismes, qui ont vécu des. C'est pas une démarche que ça existe le COVID, ça? Mais c'est ça l'affaire, c'est que on nous expose des causes comme ça, avec comme conclusion que la COVID n'existe pas, mais toute l'histoire dit exactement le contraire. Tu sais. Fait que là, il y a par exemple, la première intervenante, c'est une ancienne infirmière qui a perdu son emploi à cause de ces témoignages-là. Liane, qu'elle s'appelle, elle était en CHSLD, puis elle explique en gros ce qu'on sait déjà à propos des CHSLD, que bon, ben ça va mal, qu'on pouvait prévoir que s'il allait avoir une pandémie ou quoi que ce soit, que ça allait dégénérer parce qu'on n'était pas prêt, que ces gens-là étaient maltraités, blablabla, blablabla. Sauf que ben c'est ça, fait qu'elle dit pas qu'il n'y a pas de virus, elle dit juste qu'on aurait dû prévoir ce qui est arrivé. Elle dit pas qu'elle est contre le vaccin, mais elle s'inquiète sur le fait qu'on sorte le vaccin trop rapidement puis qu'on fasse pas les tests nécessaires. Elle s'inquiète pour les effets sur la santé mentale des gens en confinement. Mais il n'y a rien de tout ça qui dit ce que les complotistes disent. Il n'y a rien de tout ça qui dit
qu'il n'y a pas de virus, qu'on ne devrait pas porter de masque. C'est quoi le point de vue des complotistes? C'est que le vaccin, il va y avoir une puce dedans. Puis, ça, c'est une des affaires. Ça, on n'aborde pas ça dans le film. En gros, je vais y revenir dans ma conclusion, mais en gros, le point, c'est surtout genre, ce qu'on a fait, c'était beaucoup trop démesuré, puis ça va causer beaucoup plus de dommages que si, j'ai l'impression, on avait juste laissé les choses aller. C'est ça que j'ai l'impression qu'il y a leur message, mais même là, c'est pas clair, mais vous allez voir. Là, ensuite, entre chaque témoignage, il y a une narration, puis ça se passe toujours dans un endroit un peu étrange. La deuxième narration se passe dans un cimetière. Fait que, c'est juste des images pour montrer, comme pour choquer les gens. Fait que là, mon ami Relstein dirait terrifiant, vous ne trouvez pas? Exactement. Soudainement, ils sont dans un cimetière, mais c'est pas expliqué pourquoi, mais la musique est dramatique et on voit un cimetière. Donc, vous voyez, je suis entouré de morts. Exact, on est troublé par ça. Et donc, la première, comme je disais, Liane a perdu sa job. Elle s'est fait proposer par l'Ordre des infirmières de rétracter sa position ou de quitter l'Ordre des infirmières. Puis elle a choisi de quitter son emploi suite à ça. Fait que c'est pas de la censure, là, c'est sa propre décision. Ensuite, il y a une jeune fille qui raconte qu'elle a perdu ses grands-parents. Ça, c'est une histoire... sa grand-mère a été diagnostiquée comme ayant la COVID, mais sa grand-mère lui a dit que c'était juste un petit mal de gorge. Fait que si on se fie à la grand-mère, c'est pas la COVID, mais si on se fie au médecin, c'est la COVID. Fait que donc, les médecins... Les médecins croyant que c'était la COVID, ils l'ont gardée à l'hôpital. Puis l'état de la dame, s'est détérioré, probablement à cause de la COVID, donc. Puis la jeune fille, elle déplore le fait de ne pas avoir pu voir sa grand-mère assez avant que sa grand-mère décède. Puis la fille dans la vidéo, elle affirme « Ma grand-mère n'est pas morte de la COVID. Ma grand-mère est morte de tristesse. » Fait que pour elle... comme Padmé. Comme la reine Padmé. C'est vrai. C'est une vraie condition. Il y a toujours un parallèle avec Star Wars à faire. Fait que encore une fois, dans ce témoignage, il est mort dans notre cœur. Semble-t-il que son crâne est caché dans Star Wars épisode 7? Oui. On le voit, puis il y a un jeu de Star Wars aussi où on voit la même chose, je pense. Il y a un jeu vidéo où on voit un cadavre de Jar Jar, qu'on croit être Jar Jar. Donc ensuite, encore une fois, dans ce témoignage-là, on parle de problèmes du système de santé, puis des conséquences de la COVID. On parle de l'isolation, la solitude, on parle de ce que ça cause sur le milieu hospitalier, mais encore une fois, ça, on le savait déjà, on connaissait ces problèmes-là, puis on dénonce ces problèmes-là depuis longtemps, mais en rien, ça démontre qu'il n'y a pas de COVID. Le seul argument qui dit qu'il n'y a pas de COVID, c'est « moi, je crois pas les médecins quand ils me disent qu'il est mort de la COVID. » Puis ma grand-mère non plus. Fait que, tu sais, qui de mieux qu'une personne malade pour savoir quelle maladie elle a? C'est ça leur logique, mais tu sais, qui de mieux? Les médecins. Les médecins sont mieux placés qu'eux pour savoir. Ensuite, on a Linette, gestionnaire immobilière, encore quelqu'un de très pertinent pour s'exprimer sur des problèmes médicaux. Elle, encore une fois, parle des problèmes en CHSLD. Elle dit qu'elle était aidante naturelle pour son père, je crois, ses parents, je me souviens plus. Mais maintenant, elle s'est fait interdire les visites par mesure de sécurité. Ensuite, son père a été diagnostiqué pour la COVID, puis ils ont interrompu ses autres traitements parce que, on était au début, c'était en mars que tout ça se passait. Fait que on était encore un peu, le protocole n'était pas encore établi. Fait que son père a dû interrompre certains traitements qu'il recevait. Puis ça fait en sorte que son état s'est détérioré. Puis elle n'a pas pu voir, ils n'ont pas réussi à lui donner le résultat des tests de COVID de son père parce que dans le foutoir, ça s'est perdu. Fait qu'elle, ça y a comme soulevé un doute. Elle était enragée par ça, puis donc elle refuse, elle, de croire elle aussi que son père a eu la COVID. Puis là, elle dit, les médecins n'arrêtaient pas de me dire que son état changeait. Une journée, ça allait bien, l'autre journée, ça allait plus bien. C'est le cas d'une maladie, je pense. Ce qui est surtout une nouvelle maladie. Exact, ce qui n'est pas absurde en soi, mais elle a trouvé ça donc bizarre que l'état d'un malade ne soit pas tout le temps le même. Puis que les médecins. Ils n'ont pas l'air de témoigner que la COVID n'existe pas. Ils ont l'air de témoigner qu'il y a des problèmes dans le système de santé. Puis ça, c'est ça. Tout le monde sait ça. C'est ça l'affaire. Puis moi, j'en viens à me demander s'ils ne les ont pas approchés de façon un peu malhonnête pour récolter des témoignages de ce genre-là et de faire passer ça comme. Parce que littéralement, comme tu dis, il n'y a aucun de ces témoignages-là qui laisse entendre qu'il n'y a pas de COVID ou quoi que ce soit. Tu sais. Puis les seules fois où les gens comme admettent qu'il n'y a pas de COVID, puis là, je ne veux pas tomber dans le complot ou quoi, fait que je dis ça sous toute réserve, mais on me donne l'impression que les gens se font poser des questions pour se faire amener à dire des choses. Puis quand ils affirment, le plus proche qu'ils vont d'affirmer des choses qui sont directement dans la théorie du complot,
sais, ça se fait un peu du bout des lèvres, ça se fait un peu par la bande, ça se fait pas comme avec autant de confiance que quand ils livrent leur témoignage. Fait que, tu sais, j'ai l'impression, ça me donne une impression qu'on racontait l'histoire, puis que là, ben, le réalisateur en arrière faisait « Ouais, mais ça veut dire que ça. Ouais, mais ça, donc, ça veut dire... » Puis là, qu'il les poussait à dire des choses, mais ces choses-là, plus catégoriques, sont dites un peu à reculons, un peu en marchant sur des œufs. Fait que c'est un peu étrange. Quand il leur parlait, est-ce que sa voix était doublée? On n'entend pas ses questions à lui. Sinon, ça ferait un peu André Ducharme. Ça serait le fun. Ouais. Donc, encore une fois, la fille dont je vous parlais, Linette, elle refuse de comprendre. Ouais, ben c'est ça. Ensuite, son père était malade, son état s'est détérioré, il s'est fait mettre aux soins palliatifs. Et puis là, elle déplore qu'ils ont donné sa chambre à quelqu'un d'autre. Mais, tu sais, je veux dire, on est en état de crise. S'il y a une chambre qui se libère puis que l'autre personne est déjà attribuée à une autre chambre, ben c'est sûr qu'on va donner cette chambre-là. Mais elle a dit, moi, mon père, il vivait là, c'était comme sa maison puis tout ça. Ben oui et non. Tu sais, c'est un CHSLD, fait que les chambres, il y a des rotations, puis c'est normal. C'est triste, ça a juste l'air d'une bande de gens qui sont interviewés puis qui refusent de faire face à une réalité qui est pas le fun. Ben c'est ça. Puis là, ben, elle a décidé de défier les mesures de sécurité pendant une journée. Elle a comme défié les gens qui... Fait que la journée suivante, quand elle est retournée, ils l'ont pas laissé voir son père parce que la veille, elle avait probablement fait une scène ou causé du trouble là-bas. Fait qu'ils ont dit non, aujourd'hui, on te laisse pas rentrer à cause d'hier. T'sais. Et là, ça donne que c'est cette journée-là que son père est décédé. Fait que, tu sais, oui, c'est choquant, oui, c'est troublant, puis ça doit être horrible à vivre, là, mais il n'y a rien qui est inexplicable là-dedans, tu sais. Ça a l'air déprimant, ton mot de film. Mais oui. Ben, c'est ça qui arrive. Ensuite, attendez juste un petit instant, j'ai perdu mon... OK. Ton film à toi que tu as fait. Mon film. Donc, elle refuse de croire que son père est mort de la COVID, puis elle met ça sur le dos de l'Organisation mondiale de la santé. Puis elle comprend pas aussi pourquoi ils l'ont pas laissé partir avec le corps. Mais encore une fois... Attends un peu, Niquette. Je vais revenir là-dessus. L'Organisation mondiale de la santé l'a empêché de voir son père mourir. Parce que, Nick, les mesures de sécurité, ça vient du gouvernement, qui ont été conseillées par la santé publique, qui ont été conseillées par l'Organisation mondiale de la santé. Donc... Qui ont été conseillées par moi. Qui ont été conseillés par Petit Jus. Il t'appelle. Julien, qu'est-ce qu'on fait, là? Donc, la fille a dit... Donc, la fille a dit, pour moi, tout ça, c'est l'OMS, tu sais. Ensuite, je fais ça rapidement. Martine Janson, très intéressant. On connaît plusieurs Janson au Québec, célèbres. Martine Janson, c'est celle qui est thérapeute en violence conjugale. Encore une fois, elle raconte des choses qu'on savait déjà puis qu'on pouvait pas, qui prouvent pas vraiment le point des conspirationnistes. Genre, les gens en situation de violence sont mal pris durant un confinement, les violences conjugales ou violences familiales. Ça aide pas à optimiser le travail des autorités, la police, quand ils doivent intervenir dans des situations de violence. Tout ça, c'est pas drôle. On le sait déjà, puis c'est malheureux. Mais qu'est-ce qu'ils sont... Ça fait juste exacerber des problèmes sociaux qui sont déjà là. Exactement, mais il y a un problème plus important qui est venu se superposer à ça, puis c'est la pandémie, puis c'est ce problème-là qu'on doit gérer avant de pouvoir gérer les autres. C'est ça, puis c'est ça que ces gens-là refusent de croire. Il y a des chats partout. Donc, tout ça, c'est pas drôle, mais c'est explicable encore une fois, puis ça démontre pas qu'il y a un complot quelconque. Puis la fille a dit, il y a une différence entre contaminer et risquer la vie des gens. Mais non, il n'y a pas de différence entre contaminer et risquer la vie des gens. Si tu contamines les gens, ben, elle n'explique pas. Mais elle a dit, je veux bien qu'on m'empêche de contaminer les gens, mais il y a une différence entre contaminer et risquer la vie des gens. Mais non, il n'y en a pas de différence. Si tu donnes la COVID... c'est pas le même mot. Ben, c'est ça, mais dans le sens que c'est exactement la même chose. Si tu donnes la COVID à quelqu'un, tu risques sa vie, tu sais. Ouais. Puis, toujours, elle, on se rappelle qu'elle se présente comme une thérapeute et ça doit être un langage de thérapie quand elle dit que les enfants ont besoin du col-col dans leur vie. Elle fait ça comme ça. Fait que les enfants ont besoin du col-col. Ben, leurs parents peuvent leur en donner. C'est des termes cliniques, ça, j'imagine, col-col. Oui, puis elle dit que aussi, dans les... la col-col. Elle dit que dans les jeunes en maison d'accueil, la dictature commence à s'imposer parce que dans certaines maisons d'accueil, ils ont proposé aux enfants de les aider à désinfecter, mettons, les poignées de porte, les bureaux, tout ça, j'imagine, pour les conscientiser puis participer à la vie de la COVID. Mais selon cette dame-là, c'est parce que c'est de l'esclavage fait pour les jeunes, puis c'est le début du régime totalitariste dans lequel on s'embarque. Parce qu'ils ont invité des jeunes dans un centre à désinfecter des poignées de porte.
Ensuite, on est rendu là. Ouais, on est rendu là. Ensuite, Julie, massothérapeute, elle aussi, elle nous raconte une histoire triste qui prouve rien, puisque c'est la formule de la vidéo. C'est son frère qui a des troubles psychologiques, qui est en famille d'accueil, puis le confinement, malheureusement, a détérioré son état. Et elle a dit, avec toute la tristesse du monde, on pouvait même pas aller porter du chocolat, ce qui aurait sans doute sauvé la vie de son frère, qui est en psychose, parce que le chocolat sauve les psychoses. Son frère, faut dire Moi, aussi... Ça va directement dans mes cuisses. Son frère, il faut dire aussi qu'il était un peu pris dans le complot avec le docteur Didier Raoult, ce qui n'est pas très bon pour la santé mentale non plus. Puis tu comprends par son témoignage que son frère est allé sur Internet, puis là, il est tombé sur les théories du complot. Puis c'est un peu là que son état s'est détérioré pour vrai. C'est toute cette spirale-là qui l'a amené à crasher. Mais le témoignage dit ça carrément, mais la personne qui raconte le témoignage, elle le réalise pas en le racontant. En gros, son état psychologique, donc combiné aux théories du complot, puis à la panique générale, ça aura fait un peu péter un câble à son frère. T'sais. Ensuite, Chantal, coach et thérapeute, a dit qu'il y a eu un suicide, mais elle raconte pas du tout l'histoire, mais elle dit il y a un mort qui est mort d'une COVID, mais je suis sûr que c'est un suicide. Puis ça, c'est l'essentiel de son témoignage, il n'y a rien d'autre. Son argument, c'est facile à dire que les gens sont morts de la COVID. Fait que j'ai aucune idée pourquoi on a autorisé ce madame-là à parler dans la vidéo. C'est une suite de mots qui se dit bien. C'est juste uniquement des gens qui refusent la réalité. À date, c'est que ça. Tu vas voir avec la conclusion, Nick, c'est magique. Ensuite, il y a une autre narration du réalisateur, mais cette fois, il est assis sur une moto pour une raison, encore une fois, tout à fait obscure. Attends, tu l'as pas, ce segment? Oui, je peux aller vous le montrer. À 32-42, je vais vous montrer ça. J'essayais de sauver un peu de temps, mais si t'es 6 là, rendu là, tu sais. Non, mais c'est vrai que ça vaut la peine. Attendez, 32-42. J'aime bien sa petite face timide. Ce gars-là, il vend des assurances, là. Attends, 32,05 avant. Je vais vous montrer aussi, je voulais vous montrer un petit bout du montage un peu alarmiste. C'est magique, là. Attendez, on va aller là. C'est ce que vous devez savoir. OK. Le docteur Arruda a senti le besoin de faire le point sur le nombre de décès parce que oui, effectivement, on regarde ce qui se passe ailleurs, puis il y a des comparatifs qui se font, mais il y a tellement de paramètres qui entrent en ligne de compte. Il y a des petits moments comme ça dans des extraits vidéo où est-ce qu'ils reprennent une phrase au ralenti, mais ça a l'air d'être fait complètement aléatoirement. Là. La voix la plus grave que j'ai entendue de ma vie. Mon Dieu. Puis ça, c'est sa petite narration sur sa Harley Davidson. A signifié mettre sur pause sa vie professionnelle. Encore une fois, doublé en studio. Et de la plupart de ses proches installés sur la Côte-Nord. Sa solitude s'alourdit lorsque les... Donc voilà, c'était pour vous montrer la narration. 5 minutes, Mathieu. Ouais, OK. Puis ce qui est drôle, c'est que, bon, il est filmé doublé en studio, fait que c'est fucking weird. Ensuite, il y a Amélie, notre personnage préféré du preview. C'est l'agente professionnelle de jeux d'adresse. Mais qui a été rebaptisé entre le preview et la sortie du vidéo. Ils ont changé son titre pour simplement la nommer travailleuse autonome parce que ils se sont aperçus qu'on savait que agente professionnelle de jeux d'adresse, ça voulait dire qu'elle s'occupait des toutous à la Beauce Carnaval, là, au final. Puis je pense on n'est pas tombé dans leur subterfuge. Fait qu'ils l'ont juste... Carnaval là-dedans. Là. Et ils l'ont simplement appelée travailleuse autonome, finalement. Elle a été séparée de sa conjointe pendant 3 mois, ce qui est triste, mais nécessaire. Là, elle déplore qu'elle allait appliquer pour une job, mais qu'à cause de la COVID, je pense que son emploi n'a pas eu lieu. J'imagine que si elle travaille dans les Beauce Carnaval de ce monde, mais ça n'a pas existé. Fait qu'elle n'a pas pu avoir sa job, c'est ça qu'elle déplore. Fait qu'elle a vécu des contre-coups de la pandémie, puis c'est ça qui fait en sorte qu'elle ne croit pas à la pandémie. Et elle a eu le PCU au moins. C'est ça. Puis elle n'accepte pas parce qu'elle dit que les techniques du gouvernement, c'est utiliser la peur pour convaincre le monde. Ce qui est ironiquement tout ce qu'il essaie de faire dans la vidéo depuis le début de la vidéo, d'utiliser la peur pour. Puis il y a aussi le gars qui a parlé au ralenti m'a fait un peu peur. C'est ça qui arrive. Puis, surtout qu'il dit au ralenti, il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte. Puis il y a aussi une histoire. Il y a aussi une histoire touchante de cette même dame-là qui dit qu'elle a donné une pièce à son fils pour aller se faire du change dans une pizzeria, puis son fils est rentré pas de masque, puis un monsieur, j'avoue qu'il a over-reacté, puis il a comme crié « Hey, tu sors d'ici, toi! » Puis ça a traumatisé son fils, donc il n'y a pas de pandémie. Puis elle dit « Mon fils s'est fait chasser comme une brebis galeuse. » Oui, mais il n'aurait pas dû réagir aussi promptement, mais le restaurateur s'expose à une amende s'il laisse rentrer. Oui. Il avait quel âge, le kid?
8 ans, un kid de 8 ans. Fait que c'est troublant, mais ça prouve rien. Mais c'est surtout que tout ça est fucking anecdotique. Donc, elle a vécu des désagréments, puis elle le prend pas. Ensuite, je vous passe là les derniers rapidement. On utilise l'excuse qu'on n'affirme rien, on soulève des questionnements. Fait que là, il y a une enseignante qui dit que elle s'est faite un peu ridiculiser parce qu'elle a soulevé des questions. Pardon. Excusez-moi. COVID. COVID peut-être. Elle a soulevé des questions, mais bon, elle dit pas c'est quoi les questions qu'elle a soulevées, puis il y a des manières de soulever des questions, mais ça, c'est leur excuse classique. T'sais. Non, mais je dis rien, je fais juste soulever des questions. T'sais. Puis elle, c'est une enseignante, fait que là, les parents, ils ont comme fait, oh boy, mais on veut pas que nos parents soient pris avec une enseignante de même. Fait qu'elle a été un peu humiliée et, en tout cas, c'est une autre personne qui confond fait et opinion, puis qui pense que de dire son opinion, c'est dire des faussetés, puis de s'en tirer. J'ai déjà eu des étudiants, justement, quand j'essaie de leur faire la distinction, puis ils me répondaient « Oui, mais c'est un fait que j'ai cette opinion-là? » Oh, pour vrai? C'est un fait que j'ai cette opinion-là? Oui. Ben oui. Non, vu de même. Fait que c'est ça. Puis elle, ben, tu sais, dans le fond, on comprend qu'elle... Puis là, ça, c'est le début de ma réflexion qui a commencé là. C'est elle s'est sentie humiliée, puis je pense que c'est là la clé. On y reviendra. Donc, après, il y a Lucie Laurier. Lucie Laurier, c'est vraiment condescendant, là. Lucie Laurier, elle fait juste dire que les gens ont arrêté de réfléchir. Sauf elle, on sous-entend toujours sauf elle. Elle comprend pas pourquoi les gens se révoltent pas plus que ça. Elle comprend pas pourquoi les gens écoutent aveuglément la santé publique. Ensuite, elle bâche sur les médias, Richard Martineau et compagnie. C'est la fameuse rhétorique « je suis réveillé, vous êtes endormi, vous êtes mal informé, je suis bien informé ». Elle trouve que tout est fake, qu'on perd notre âme et qu'on ne sait plus comment aimer. Fait qu'il y a encore une fois aucune substance à tout ça. Là. C'est les complaintes d'une jeune femme riche, belle, qui comprend rien à rien. Il a fallu lui demander justement comment est-ce qu'on fait pour aimer Lucie. Ben c'est ça. Encore une fois, tout ça prouve rien. Je dirais que leur meilleur... Pour aimer. Je dirais que leur meilleur argument, c'est qu'ils sont contre Richard Martineau, puis ça peut être tentant d'haïr gratuitement Richard Martineau. Mais tu sais, sur ce coup-là, porter le masque et tout ça, il est quand même juste assez pas assez débile. Il peut pas avoir tort 100% du temps non plus. Ben non, mais c'est ça. Puis à un moment donné, tu sais, il y a une notion d'agenda aussi, puis tu sais, Richard Martineau n'a pas d'agenda de tuer des gens, tu sais. Genre. Puis là, après ça, la finale, là, on part sur la rocket, là, on se laisse strapper sur la rocket, comme on dit en bon français. On embarque sur le thème de l'hypnose avec les 2 derniers témoignages. Et là, l'ironie, on craint que l'ironie à 12 sur 10. Geneviève Guérin, coach en programmation neurolinguistique. Si vous allez voir, c'est une pseudo-science un peu bidon. Elle nous parle d'hypnose conversationnelle. Elle dit que vu que le gouvernement répète toujours les mêmes expressions en boucle, ça nous rentre dans la tête. Puis elle parle comme si c'était nouveau, tu sais, comme si c'était quelque chose qui était utilisé pour la première fois en 2020, que les gens avaient des catchphrases. Puis tu sais, Nicolas, ça nous ramène à ton dossier sur la publicité. C'est Chania qui nous disait ça hier. Tu sais, ces techniques-là sont utilisées depuis l'Antiquité, là, tu sais, depuis que l'humain s'exprime, on utilise. S'ils veulent que le monde se lave les mains, puis il faut que tu le répètes tout le temps. Ben oui. C'est toujours des synonymes différents pour laver les mains. Ça va juste être mêlant pour rien. Il faut répéter les mêmes choses pour que ça rentre, c'est tout. Là, elle parle de ça. Les excédents de bras. Hein? Elle dit que encore une fois, ça explique pas pourquoi on fait tout ce qu'on fait. Elle compare constamment avec la grippe, fait que ça gosse, parce qu'on a déjà prouvé 1000 fois que c'était pas la grippe. Ensuite, elle déplore que les gens ont peur et sont en mode survie, mais Chris, c'est ça, vivre en pandémie. Elle vient de réaliser que les médias marchent sur la peur. Puis là, elle se pose... moi, je me demande pourquoi tous ces gens-là donc se rendent compte de ça là en 2020. Puis, comme les autres, elle attribue, nous, les gens qui sont pro-masque, on est tous des gens qui écoutent TVA, puis les nouvelles, puis les médias traditionnels, alors que c'est pas le cas. T'sais. Mais Niquette, les gens, justement, qui se rendent compte tout à coup que ça fonctionne sur la peur, les médias traditionnels, tout ça, c'est juste parce que là, il y a quelque chose qui est tanne. Ben, c'est ça. Là, ils sont embêtés parce qu'il faut qu'ils fassent des efforts. Il y a des affaires que ça leur tente pas de faire, mettre des masques, ils peuvent pas aller prendre un verre, ils peuvent pas faire X, Y, Z. Mais eux autres, ils font « Ah, tout le monde a peur, tout le monde est brainwashed. » Mais c'est ça, mais eux autres, c'est nouveau. Fait qu'eux autres, ils découvrent ça. Fait qu'ils capotent, ils font comme « Les médias nous manipulent! » Mais nous autres, on sait ça depuis qu'on a 12 ans, tu sais. Fait qu'on en est revenu que les médias nous manipulent. À cette heure, on a appris à comprendre comment ils nous manipulent, puis quand ils nous manipulent, puis comment discerner la manipulation. On est même pas dans la même
même ligue. Eux autres sont dans les ligues juniors, ils sont dans les ligues pas compétitives de gens qui patinent avec des chaises. Puis nous autres, on a déjà passé à l'étape, oui, mais comment se prémunir de ces fausses informations-là? C'est ça qui est fascinant. Nous, on a même eux autres, à tous les jours. Eux autres ne se rendent pas compte de ça. Puis ensuite, même, la dernière intervenante, mon dernier personnage, un de mes préférés aussi, après l'agente de jeu d'adresse, c'est l'hypnologue mystère, cet hypnologue qu'on voit avec la face voilée et la voix brouillée, qui déplore qu'on infantilise l'intellect des gens. Et elle donne comme exemple, par exemple, quand moi je vais au Dollarama, on me dit maintenant comment placer mes items sur le tapis. Puis ça, c'est infantiliser les gens pour qu'on devienne plus épais, selon elle. Encore une fois, reproche au gouvernement de faire peur aux gens quand ils disent que des gens meurent de la COVID. Donc, je suppose que selon eux, les gens devraient juste pas, le gouvernement devrait juste pas nous avertir quand il y a une pandémie puis que des gens meurent. Juste espérer que ça se règle par soi-même. Elle dit aussi que ça n'a pas d'allure que les consignes changent à mesure que les connaissances sur le virus s'approfondissent. Attends, elle a littéralement dit ça comme ça? Ben, je suis pas en train de citer, mais oui, c'est exactement ça, mais pas dans ces mots-là. Fait que, tu sais, on s'interroge sur les mesures qui changent, mais le virus change. C'est pour ça, on découvre des choses. Puis bon, ben ensuite, c'est la grosse finale. On part Sonate à la lune de Beethoven. Parce que c'est libre de droit et que ça coûte rien. On part ça parce que c'est touchant et dramatique. On parle très ironiquement de dissonance cognitive. On dirait vraiment qu'on décrit tous les comportements des complotistes les uns après les autres. On dirait qu'on parle des intervenantes qu'on vient d'entendre, alors qu'on parle de nous, les gens qui sont pour les masques et pour les mesures d'hygiène. Puis on se rend pas compte que tous les arguments qu'on est en train de donner dans la conclusion, on dirait qu'on est en train de faire un résumé du film, mais c'est exactement le contraire. On dirait qu'on se regarde dans un miroir et qu'on est en train de se décrire sans s'en apercevoir. Puis dans la finale, on se demande pourquoi les médias invitent pas n'importe qui pour parler du virus. Pourquoi on fait juste appel à des experts, puis des médecins, puis des épidémiologues? Je me demande. Hein? Pourquoi on fait pas appel à des gens qui ont des idées différentes, mais aucune qualification? Puis on sent surtout, dans le fond, puis c'est là le point le plus important selon moi, on sent que c'est des gens qui ont été blessés dans leur orgueil parce qu'on a ri d'elles. Puis c'est pour ça que je voulais parler de ça au début, tu sais, je pense que c'est important d'y aller avec les faits, plus que ce que j'ai fait il y a quelques semaines, de rire un peu de l'apparence et du look de tout ça. Oui, je me moque des petits travers de réalisation puis tout ça, mais c'est pas des attaques personnelles. Bon, le gars sur sa moto, on peut. Ben c'est ça, je veux dire, c'est drôle que le gars narre sur sa moto puis c'est tout. Là, je dis pas que c'est un gros épais d'avoir fait ça, mais c'est rigolo dans la réalisation d'un documentaire d'inclure une Harley Davidson pour aucune raison. Ah, mais là, t'as fait l'effort en plus de l'écouter. Il pourra pas avoir l'attaque classique. Oui, mais t'as même pas écouté ce qui est vraiment dit, t'as balayé exact. Puis, je pense que je veux parler de ce qui est dit puis de montrer que ça n'a pas vraiment de fondement ni de sens. Puis c'est ça qui est dur. Tu peux pas amener de contre-argument, il n'y a pas d'argument. C'est pas un documentaire, c'est parce qu'il n'y a pas de faits, il n'y a pas de preuves, il n'y a pas d'arguments, c'est juste de l'appel à l'émotion constamment. Puis là, dans la conclusion, Lucie Laurier dit l'appel suivante: on est en train de brimer nos droits. En fait, on n'est pas loin d'avoir brimé tous nos droits. Tous nos droits. On parle de totalitarisme, on parle de dictature. Puis là, on lit la définition littéralement de la dictature et du totalitarisme. On la lit dans la conclusion, puis on se rend pas compte que ça n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de vivre ici. Puis en gros, donc, si je comprends leur point, c'est on aurait dû se crisser de la pandémie. Ça aurait été moins pire que les horribles dommages psychologiques qu'on a subis à cause de la pandémie. Puis, je vais vous montrer la dernière image parce que c'est important. Et ça montre exactement l'essence et la malhonnêteté intellectuelle de cette vidéo-là. C'est une image complètement random. Ça n'a aucun sens qu'on ait mis ça comme conclusion. Vous allez voir. François Legault avec un masque d'Halloween. Non. Là, c'est des enfants qui se serrent dans leurs bras. Et là, attention, ils pleurent. Ben, si je me fie à la musique, c'est assez troublant. Ils finissent littéralement avec deux enfants qui se prennent dans leurs bras et qui se mettent à pleurer parce qu'on sent, j'imagine tellement ça fait longtemps qu'ils n'ont pas eu de contact humain. Là, ils sortent dans leurs bras. Puis une seconde avant la take, ils ont un gros sourire aux lèvres. Fait que, ils sont allés voir des enfants, ils leur ont dit là, vous allez vous serrer dans vos bras, puis vous allez faire semblant de pleurer, les jeunes. Ils ont dû en avoir 10 dans les 15 dernières minutes des contacts humains.
Hey, c'est débile. Mathieu. Fait que bref, ma critique, c'est plate, c'est pas si drôle, c'est rien qu'on n'a pas déjà vu des milliards de fois, c'est même pas un peu spécial. Puis si vous voulez voir des analyses, il y a la page Facebook, Le Crachoir, qui a fait une belle review de ça. L'actualité aussi a fait une review de ça. Puis l'actualité pousse l'enquête aussi à montrer qui est derrière ça. Si vous voulez savoir qui tire les ficelles, là, sans mauvaise blague. Les ficelles, là. Ben c'est ça. Vous avez exactement tous les intervenants, d'où ils viennent, puis pourquoi des vidéos comme ça existent. Parce qu'évidemment, il y a une raison monétaire derrière tout ça. Fait que voilà ma critique de Covidence 2020. Ben, Covidence 2020 n'a plus de secret pour nous. Merci beaucoup, Mathieu. Ben, moi, j'ai pris beaucoup de temps. Ben, ouais, on n'aura pas à l'écouter. T'as passé au travers de tous les participants un après l'autre. Regardez vite les commentaires en terminant. Alors. on a commencé en retard. J'étais tout nerveux, mais on a commencé en retard. Oui, on a commencé en retard. On a fait on est à 1h05, c'est correct. Ah, c'est bon. On me dit coucou, ça fonctionne. Hello, envoyez la purée. Lala, salut. Allô. Une belle modération là-dessus. Oui, absolument. Pourquoi Julien n'est pas un représentant Tupperware? Ben, ça ne m'a jamais traversé l'esprit, Frédéric Duval. Donc, mais pour ce qui est de mon Virtual Boy, alors les gens ont inquiété pour moi. Oui. John Vanas dit que ça se trouve entre 350 et 400 $ sur eBay. Rachel Boutin dit que c'est le pire épisode. Mon frère Simon Hull dit qu'il en a trouvé un à 220 $, buy it now, free shipping sur eBay. Il y en a beaucoup qui viennent 220 du Japon US. sur eBay. Maxime dit que tout fonctionne, peut retourner sur son bidet. Ensuite de ça, Maxime dit paraît que cet hiver, l'eau de mon bidet va être froide. Et en terminant, Miguel de Plante en aurait trouvé un à 99 $. Mais il n'est pas buy it now, par contre. Fait que ça va probablement monter à 200-250, j'imagine. Ben écoute, peut-être je vous tiens au courant, puis je m'engage à faire une critique du Virtual Boy, si je charge les 200$ pour en acheter un. Ben voilà. Alors, merci beaucoup, c'était Décidéré. On revient à choix la semaine prochaine. Hey, la gang, j'ai une bonne nouvelle. Ah oui? L'électricité est revenue chez nous. Je pense que quelqu'un, à quelque part, a essayé de te faire taire. Oh! Ben, c'est pour vrai, j'étais là au début. Oh shit! Peut-être qu'ils ont appris des choses. Peut-être que je me fais pirater. Parce que je me suis déjà fait bloquer mon Facebook par les conspirationnistes. Là. Je me suis déjà fait bloquer mon Facebook 2 fois par les conspirationnistes. Fait que là, j'avais peur d'être retombé. Puis que là, ça soit allé plus loin encore. Ils ont coupé le courant chez nous. Qui sait? Bon, alors, je souhaite plein d'amour pour ensuite à tout le monde. Bonne semaine! OK, bye! Alors, voyons voir. Comment on éteint ça? Stop.